Quelque chose que je vois circuler de plus en plus ces derniers temps, cette idée que le PSG sans Kylian Mbappé sera une équipe morte, une équipe perdue, une équipe qui coulera. Les amis, je ne suis pas d'accord avec ça et on va évoquer le mercato ultime pour le PSG qui va très certainement arriver cet été. Vous voyez qu'il y a plein de joueurs. Je me base par rapport aux pistes voilà, que le PSG a, Bernardo Silva, Victor Osimhen, Kimmich, Euro, voilà, de plein de médias différents. Et oui, les amis, on va dans cette vidéo parler du mercato parisien dans son ensemble et également évoquer un petit peu comment jouera ce PSG-là. On va parler un petit peu tactique également, ça peut être très cool. Et j'évoquerai à la fin de cette vidéo un truc très important. Ne pas remplacer Kylian Mbappé par les stats n'est pas si grave. On va analyser en détail les stats, buts et passes D de Kylian et vous verrez que même si vous avez un offensif qui le remplace, qui ne stat pas autant, c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave parce que l'essence du football restera toujours le collectif. On verra ça en temps et en heure les amis, mais voilà, j'étais tranquillement sur Transfer Market, je regardais tous les joueurs parisiens, bon il y en a vraiment beaucoup, voilà, les défenseurs, les gardiens, les milieux, les attaquants, et je me suis fait cette petite voilà planche les amis tactique en 4-3-3 parce qu'on sait que le PSG grosso modo joue en 4-3-3. Ça, c'était le dernier match contre la Real Sociedad. Il y a un 4-3-3 assez classique, évidemment. On verra qu'en fonction des matchs, ça peut évoluer. Et donc, installez-vous bien et on va directement voir ça maintenant. Du coup, les amis, avant de voir comment le PSG jouera sans Kylian, il faut d'abord se poser les questions. Bon ben, quelles sont les faiblesses du PSG? Parce que oui, cette équipe a des faiblesses et il faut corriger ça. On a peut-être des faiblesses, je pense, à peu près toutes les lignes. Hein, évidemment, cette ligne défensive qui pourrait être vue, le milieu de terrain qui est, je pense, le chantier le plus gros et l'attaque qui, honnêtement, comme ça sur le papier, Barcola, Ramos et Dembélé, on se dit qu'en vrai, c'est très bon. Il y a quand même beaucoup de jeunesse avec Barcola, Ramos, mais c'est vrai qu'on aimerait, pourquoi pas, cet avant-centre qui a un peu plus d'expérience, qui a un peu plus prouvé et qui peut montrer qu'il est très fort. Parce que Ramos et RKM, bon, voilà, on a vu que c'était pas non plus performant, mais, peut-être que sans Kylian, ça peut être bien. Donc, les pistes du PSG sur cette attaque, ce serait Osimhen ou Lautaro. Bon, je vous mens pas que les deux sont très convenables. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Osimhen, n'hésitez pas à aller la voir où je parle plus en détail de son profil qui pourrait totalement convenir au PSG. Mais Lautaro, c'est vrai que ça peut être un petit peu la piste de rêve. Il y a quand même un petit bémol sur Lautaro, on en fera sûrement une vidéo si jamais les rumeurs sont insistantes. Le bémol en fait de Lautaro, c'est un petit peu le problème de l'Inter. Enfin, c'est pas un problème, mais l'Inter joue en 3-5-2. On sait que Lautaro, il est très performant. Il était avec Lukaku, il était également avec Thuram aujourd'hui. C'est un joueur qui joue avec deux pointes. Et la saison dernière, les amis, j'ai oublié, mais je crois que c'était avec Dzeko ou je ne sais qui. Mais en tout cas, Lautaro Martinez a toujours été très performant avec une autre pointe à côté de lui. Donc, c'est un peu compliqué, je dirais quand même, d'imaginer Martinez au PSG parce que il faudrait un petit peu changer de système, ce qui est possible en soi parce que voilà, si tu imagines aller une compo, je sais pas, peut-être en 3-5-2 également, avec allez, Marquinhos, Lucas Hernandez en phase de possession plus haut, ou Garte qui redescendrait, ou un autre milieu défensif, on va le voir, avec Hakimi et Nuno qui montent sur les pistons, et du coup, on aurait quoi? Je sais pas, peut-être allez, je sais pas, un Lautaro Martinez Ramos comme ça, en double pointe. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait solidifier le milieu de terrain, donc on peut rajouter un Ruiz, mais du coup, quid de Barcola et Dembélé? Vous voyez que c'est un peu compliqué de jouer en 3-5-2 avec ce PSG-là, parce qu'il faudra forcément mettre des gros talents sur le banc. Tu peux pas, enfin, tu peux peut-être avoir Nuno Mendes, Barcola, Hakimi, Dembélé sur un terrain en 3-5-2, mais ça paraît quand même assez fou. Surtout qu'en 3-5-2, il faut vraiment un entrejeu très solide, ce qu'a actuellement pas le PSG. Donc c'est pour ça que Lautaro, c'est compliqué, je pense, de le voir au PSG. Après, bon, tu peux totalement imaginer Lautaro seul en pointe, mais voilà, il faudra voir un petit peu ce qu'il donne parce qu'il ne joue pas seul en pointe. Et voilà, imaginez un système beaucoup plus classique, comme on a pu le voir voilà, en 4-3-3 par exemple, on verra bien. Mais du coup, Osimhen dans un 4-3-3 comme il peut jouer à Naples, c'est honnêtement très bon parce qu'on sait qu'à Naples, notamment la saison dernière, il a pu être très performant. Et rien que quand vous avez ça, bon sur le papier, je suis désolé les amis, mais Barcola, Osimhen, Dembélé, c'est déjà mieux parce qu'on sait qu'on a plus de garanties. Osimhen, hein, voilà, c'est quand même un joueur qui joue au plus haut niveau, qui a failli remporter la CAN, qui en Ligue des Champions a déjà marqué, voilà, qui a beaucoup de force en fait pour lui, de qualité, et même si c'est pas le joueur le plus à l'aise balle au pied, voilà, c'est pour ça que je préférais Lautaro, malgré le fait qu'il joue avec deux pointes, c'est un joueur qui pourra profiter des centres de Dembélé ou Barcola qui peuvent être très bons, c'est un excellent joueur de la tête, donc déjà avec ça, c'est très bien. Maintenant, le chantier ultime les amis, c'est le milieu de terrain, là il faut vraiment l'évoquer parce que regardez un petit peu les pistes qu'il y a le PSG pour le milieu de terrain. Tu as évidemment Kimmich, voilà, qui pourrait jouer un petit peu dans ce rôle de milieu défensif, voilà, je sais que les supporters du Bayern n'aiment pas forcément Kimmich dans ce
poste-là, mais c'est quand même son poste là où il joue le plus, quoi, hein. Voilà, je suis parti vous chercher ça sur Transfer Market. On voit que Kimmich est position principale, c'est le milieu défensif. On voit qu'il a également ce rôle-là de milieu central où il peut totalement y jouer et cet arrière droit. Il faut pas oublier que Kimmich brille quand le collectif brille également. Donc c'est totalement normal qu'il peut avoir des interrogations là-dessus. Mais au-delà de Kimmich, bah, il y a également la question de Bruno Guimaraes. Voilà, j'ai fait des vidéos hein, sur Guimaraes et Kimmich. N'hésitez pas à aller les voir. Où les deux joueurs peuvent être très très performants, honnêtement. Très grosse qualité de passe, de conservation. Et rien que si on, voilà, on enlève Ugarte, on met un des deux au milieu. Bon, bah déjà là, tu as un truc beaucoup plus consistant. Guimaraes, Vitinha, WZ2. Honnêtement, rien que là, tu dis, ok, t'as un step-up parce que c'est des joueurs d'expérience pour l'un, notamment Kimmich qui a beaucoup joué. Guimaraes, honnêtement, il a une vraie expérience maintenant en PL. Très bon avec Newcastle. C'est vraiment un des hommes forts. Une qualité de passe, une vision de jeu, progresser le jeu. Enfin, il est excellent dans ce rôle-là. Donc, un des deux serait déjà un énorme big up. Maintenant, il y a deux questions. La question Bernardo Silva et la question Xavi Simons. Ça, les amis, c'est extrêmement important de répondre à cette question. Pourquoi, à votre avis, Xavi va revenir au PSG? C'est quasiment acté. Ok, maintenant, Xavi et Bernardo, c'est deux rôles très spécifiques, très offensifs, honnêtement. On va aller voir ça tout de suite. C'est quand même des joueurs, vous allez le voir sur WhoScored, j'ai trouvé quand même les fiches voilà, de Bernardo Silva dans un premier temps. Vous voyez que c'est un joueur qui, cette saison, regardez un petit peu avec Manchester City, il a joué 13 matchs en tant que milieu offensif droit. Bon ben, vous voyez qu'il est vraiment aussi quand même sur le côté droit, mais pas que, parce qu'il a joué 10 matchs en milieu central, vraiment très central, donc pas forcément offensif, mais également 9 matchs en tant que milieu offensif central. Enfin, vous l'avez compris, Bernardo, polyvalence. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs aussi polyvalents que Bernardo Silva. C'est un joyau. C'est un trésor, honnêtement, de joueur, hein. Il est exceptionnel. Et oui, je sais que certains pensent que c'est un ailier, pur ailier. Absolument pas, voilà. On a vu qu'il a joué simplement 2 matchs en ailier. Il peut totalement jouer dans ce rôle-là. Mais les qualités du joueur, je trouve qu'on les voit beaucoup mieux en tant que milieu de terrain. Voilà. Maintenant, Xavi, bah, c'est très particulier parce que c'est un peu la même chose. Même si on voit qu'il a cette tendance de jouer très milieu offensif central avec Leipzig. Alors, Leipzig joue dans un système particulier, il faut pas se mentir, parce que comme vous le voyez, vous avez également 6 matchs de Monsieur Xavi Simons en tant que milieu gauche, milieu relayeur gauche par exemple, parce qu'effectivement, regardez un petit peu à Leipzig, il joue comment? Eh bien oui les amis, Leipzig en fait joue dans un 4-2-2-2 avec un petit peu, comment on pourrait dire, ce carré magique, Xavi Simons, Openda, Paulsen par exemple, et quand il est là, Olmo. Et en fait voilà, Xavi, il joue vraiment plus à gauche quand même que Bernardo. Et donc, c'est très compliqué parce que je considère, et il faudrait réfléchir un petit peu plus en profondeur, évidemment, je vous invite à vous-même dire un petit peu ce que vous en pensez. Bernardo et Xavi dans la même équipe, est-ce que c'est vraiment possible? Oui, bien sûr que dans l'absolu, c'est possible, mais la question de l'équilibre se posera forcément. Je vais vous prendre un exemple. Admettons qu'on fasse Kimmich. Allez, on va dire Kimmich est un joueur du PSG. Ok, on sait que sa situation avec le Bayern est un peu compliquée. Kimmich est titulaire. Warren Zaïre-Emery va rester à peu près le titulaire, on est à peu près sûr là-dessus. Du coup, ce serait Vitinha qui saute. Quand même dommage parce que je trouve que le joueur peut être très performant avec le PSG. On sait qu'il y a des matchs où il peut être un peu moyen, mais grosso modo, si on va voir sur Football Ref, je suis sûr et certain qu'il a des très bonnes stats. On va voir un petit peu Vitinha sur Football Ref et bah voilà, comme prévu, regardez un petit peu un joueur qui a de très bonnes stats, notamment sur la passe, la conservation, je pense. Si on regarde un petit peu le scouting complet, voilà, bon, les tirs, c'est honnêtement très bon. Regardez un petit peu la qualité de passe de Vitinha, il y a quasiment que du vert. Les types de passes, il y en a également beaucoup de vert. La défense, c'est beaucoup moins ça. Qualité de possession, très bonne. Bref, Vitinha est plutôt très bon avec le PSG en ce moment, malgré quelques matchs qui peuvent être moyens. N'oublions pas que Vitinha brille si tout le monde brille aussi autour de lui. Mais bon, on va dire, allez, pour l'exemple, Vitinha part et on met Xavi, par exemple, sur son côté. Ok, Xavi est là. On va dire que Xavi est là. Du coup, tu aurais, allez, un milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Kimmich, Xavi, Simons, qui honnêtement est excellent, hein. C'est très bon, surtout que la zone de Xavi, c'est vraiment à peu près cette zone-là. Voilà, on sait qu'il peut aussi un petit peu aller ici, et c'est plutôt bien. Bon, Kimmich, on sait qu'il peut balayer un petit peu toute cette zone-là, il a aucun problème à le faire, et Warren, évidemment, c'est plus cette zone-là. Donc, en fait, tu as des milieux de terrain qui couvrent à peu près toute cette zone, et c'est plutôt très bien. Alors, maintenant, Bernardo, si tu le fais également, parce que Xavi est là, il sera là, si tu fais Bernardo, alors qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets Xavi sur le banc? Ou est-ce que tu te dis, bon bah Warren, je suis désolé, mais t'es encore jeune et on va te mettre sur le banc, on va mettre Bernardo? C'est très compliqué. Vous comprenez, cette réflexion, elle est très compliquée, mais dans un autre sens, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave, les amis? Le banc,
On ne rappellera jamais assez à quel point avoir du banc, je vais même pas dire c'est important, c'est absolument obligatoire. Et l'avantage de faire, par exemple, ben, Bernardo Silva et Xavi Simons, l'avantage énorme que tu as, tu es sûr et certain, à minima, si tu fais pas jouer les deux, eh ben, tu as Xavi ou Bernardo sur le banc. Et ça, c'est énorme. Et si, ben, par exemple, Warren est sur le banc, tu sais qu'il peut te faire une entrée de malade. Voilà, on sait que Warren peut également dépanner sur le côté d'Akimi ici. Donc, c'est très très bien. Mais c'est la question. Est-ce que Bernardo ben, pourrait jouer avec à la place de Dembélé sur cette aile, même si on rappelle que voilà, c'est pas trop un ailier en ce moment. C'est compliqué. Ou alors tu changes de système. Tu changes de système. Bon, ok. Alors tu vas jouer peut-être avec un 10 comme ça. Qu'est-ce qui se passerait? Tu joues avec un 10, tu sais pas trop en fait. Mais même cette compo-là n'est pas possible parce qu'il y a 12 joueurs sur le terrain. Donc ça fait quoi? Tu enlèves un avant-centre et tu vas dire, allez, tu mets Bernardo en mode un peu 10, faux 9, machin. C'est compliqué. Donc tout ça, c'est de la réflexion. Et le plus important, évidemment, c'est de faire ces joueurs-là parce que quoi qu'il arrive, tu auras quand même de énorme qualité à ce rôle-là. Et il faut pas oublier que le milieu défensif, il va équilibrer l'équipe, c'est totalement obligatoire. Aujourd'hui, si le PSG ne peut pas être aussi performant qu'il veut, c'est parce que Ugarte ou Ruiz ne sont pas aussi performants qu'on le voudrait. Mais pourquoi ils ne le sont pas, notamment Ugarte? J'ai vraiment une question qui est revenue plusieurs fois. Ugarte, il n'est pas aussi excellent qu'en début de saison. Mais il faut se poser aussi les questions de comment fonctionne une équipe de football. Je vais parler un petit peu tactique. Bon, je prétends pas du tout être un grand tacticien, absolument pas, mais on va essayer de parler un petit peu tactique, les amis. Il y a quand même des choses à dire. Une équipe de football, comment ça joue? Comment ça joue concrètement? On va prendre dans le cas du PSG, les amis, une équipe, le PSG joue en pressant énormément. Je vais vous montrer un exemple avec Mbappé. Imaginez, là, c'est pas Ramos, c'est Mbappé qui ne presse pas. Vous allez voir la différence par rapport à l'équipe adverse. Donc imaginez, vous avez une possession adverse et Mbappé, on va dire, il est là, il presse pas, il marche sur le terrain, ok. Et vous avez une attaque adverse, ok. On va dire, il y a des joueurs là, il y a des joueurs là comme ça qui ont le ballon et qui vont attaquer. En fait, le problème, c'est que tous les joueurs vont reculer. Partez du principe qu'on va montrer à quel point Ugarte peut être bon ou très mauvais en fonction des situations collectives. Donc là, on va dire que le PSG recule, voilà, parce que ils essaient de contre-presser, mais on voit que Mbappé ne presse pas. Et en fait, le gros problème quand un joueur comme Mbappé qui ne presse pas, eh ben, t'as beau avoir Warren, Vitinha ou quoi qui vont ressortir, tu vas créer de l'espace. Parce que oui, les amis, tu as beau reculer, regardez, vous avez Dembélé, même Barcola, etc., qui vont reculer, ben, je suis désolé, mais vous avez des espaces parce que le premier qui doit empêcher la relance, Mbappé qui ne presse pas. Ça fait que ici, par exemple, tu as un joueur qui peut s'immiscer ici dans la zone, dans le grand espace, quand tu as Vitinha ou Warren Zaïre-Emery qui presse. Du coup, bah là, ça va te créer une situation très dangereuse qu'on a déjà vu plein de fois au PSG. Imaginez là, par exemple, un 1-2, vous avez tac, et voilà. Vitinha, Warren ont été battus. Là, tu as tout le monde qui recule en catastrophe. Tu as peut-être Barcola qui va essayer de partir ici. Tu as Ugarte qui va essayer de combler le vide. Et là, tu as un autre joueur qui va arriver et qui va amener à une situation. Voilà, tu as Marquis qui va essayer de sortir. Tu as Lucas qui va un petit peu s'ouvrir. Et là, tu as encore une passe très dangereuse. Et peut-être qu'après, but directement. Est-ce que vous comprenez? La relance numéro 1, c'est la plus importante. Si l'équipe adverse ne peut pas relancer le ballon, c'est très bien. Mais ça demande un pressing totalement organisé, totalement synchronisé. Si tu as un joueur, même pire deux joueurs, on sait qu'à l'époque où Messi était là, Messi et Kylian ne pressaient pas, c'est calamiteux. L'équipe, elle peut venir dans ta zone tranquillement, se créer des occasions. Et c'est pour ça, notamment, que le PSG se subit beaucoup d'occasions. Dans un premier temps, c'est parce que c'est une équipe très offensive, on le sait. Quand tu es offensive, en contre, tu vas subir. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de situations où le PSG subit des occasions parce qu'il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup trop d'espace. Ça ne presse pas assez bien, vous comprenez? Tu peux presser, mais presser bêtement, quand d'autres ne le font pas, t'es mort. Et donc, voilà, dans ce cas-là, les amis, bah, quand tu as l'avant-centre, dans ce cas-là, Mbappé qui ne presse pas, eh ben, t'es directement fumé parce que ça crée trop d'espace. Les autres vont essayer de compenser et t'es fini. Et là, regardez, je vous montre l'exemple avec l'avant-centre qui défend. Regardez un petit peu la différence. Là, tu as le positionnement, allez, on va dire assez classique qui peut arriver quand tu défends. Bon, bah voilà, l'équipe adverse, elle a le ballon, mais tu as l'avant-centre. Il est là, ça fait que bah, s'il veut s'immiscer par là, il peut directement sortir par ici. Du coup, il empêche une passe ou une relance ici. Du coup, là, il y a un espace, mais tu as soit Dembélé, soit Warren qui peut couvrir et c'est très bien. Et en fait, avec l'avancante qui défend, tu as beaucoup moins de problèmes de pressing. Ton équipe est beaucoup plus solide et elle ne doit pas compenser, notamment avec le milieu défensif qui va combler les brèches quand il y en a, mais malheureusement, il ne peut pas faire tout seul. Et encore une fois, regardez la Ramos, il défend pas. Ben, là, tu as déjà un trou énorme. Et
même, regardez, je vous prends l'exemple côté gauche, par exemple. Warren Zaïre-Emery, il va presser ici sur le joueur pour essayer de compenser le fait que Ramos soit pas là. Et ben là, il y a un joueur qui peut s'immiscer dans le couloir ici, mais on va me dire, bon ok, Dembélé, il peut combler, mais c'était peut-être un leurre parce que t'as le mec du couloir qui va passer, qui va avoir le ballon, et du coup, ça a Hakimi de compenser, et en fait, tu t'en sors jamais parce que Ugarte peut compenser, mais là, tu as un autre trou, du coup, tu peux refaire la passe. Enfin, vous comprenez, tu peux pas jouer au football si tu n'as pas une équipe coordonnée. Et c'est pour ça que tu as des équipes comme le Grand Real, le Grand Barça, Manchester City de la saison dernière ou sur cette saison ou quoi, qui sont aussi forts, aussi solides, parce que c'est des équipes qui attaquent en bloc, qui défendent en bloc. Donc, c'est pour ça qu'on va arriver tranquillement à la conclusion de cette vidéo. Kylian Mbappé qui quitte le club, oui, OK, ça peut être triste et tout. Moi, perso, c'est un joueur que j'aime beaucoup. On sait qu'il s'est passé beaucoup de problèmes extrasportifs, machin. Je vais pas y revenir, mais sur le terrain, bien sûr qu'avoir Kylian, c'est important. Mais il y a un mais. Ce n'est pas un joueur qui, collectivement, attention, je dis pas qu'il fait pas jouer les autres. On sait que ça passe et son expected assist, ils sont très élevés. Mais c'est pas un joueur de collectif dans le sens où il peut avoir un impact très très important sur un pressing et ça peut créer un déséquilibre très très important. Et le fait de ne pas l'avoir, remplacé par Osimhen ou Lautaro, où tu es sûr à 100% que ce problème n'existera pas, ça va améliorer ton collectif de manière extrêmement accrue. Extrêmement accrue, les amis. On va tranquillement terminer cette vidéo pour dire quand même que on va souligner la défense. J'ai quand même oublié de l'évoquer. La piste première qui arriverait, c'est Yoro. Je vais l'évoquer rapidement parce que c'est un très très jeune joueur, mais quand même très très bon avec beaucoup de potentiel. Marquinhos joue en fait au poste de Leniro. On sait que c'est un défenseur central droit. Mais il faut se poser la question, je pense qu'évidemment, il faut le faire, sinon il va aller au Real. Et là, on est très triste quand même, les amis. Mais voilà, peut-être que pour préparer l'après-Marquinhos, avoir Yoro et Lucas Hernandez en défense centrale, c'est quand même très très bon, c'est très très positif. Voilà, voilà. Je peux évoquer quand même les cas de Nuno Mendes, d'Hakimi, qui on me dira peut-être que c'est très très offensif, mais honnêtement, tu peux avoir des latéraux très offensifs si tu défends en bloc, comme je t'ai montré, avec le milieu défensif ici, qui est vraiment très très bon, les autres milieux là, voilà, qui savent vraiment jouer un petit peu, vous savez, le double rideau quand tu es en défense et l'avant-centre qui va chasser comme ça, bah honnêtement, tu peux être très 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 solide, même avec des latéraux très très offensifs, hein. Rappelez-vous le Grand Real, ils avaient Marcelo, ils avaient Carvaral, c'est extrêmement offensif, ça défendait plutôt bien parce que ça compense aussi par une qualité offensive de fou. Voilà, il y a plein de possibilités, les amis. Et avant de terminer cette vidéo, les amis, d'ailleurs, si vous l'appréciez, je vous invite vraiment dès maintenant à liker la vidéo. Vous savez que ça m'aide beaucoup. Et pourquoi pas vous abonner si vous m'appréciez. On est bientôt 10 000 abonnés à l'heure où je m'exprime. Franchement, je suis très, très ému. Avant de terminer cette vidéo, il faut évoquer les statistiques de Kylian. C'est vraiment ça que je voulais évoquer avant de terminer. Donc, vous connaissez, je pense, si vous suivez Twitter, le compte statistique Kylian Mbappé. On ne le présente plus. Je vous invite évidemment à le follow. Il retranscrit toutes les stats de Kylian exceptionnelles. Voilà. Et quand on voit cette saison impliqué sur 51 buts en 36 matchs, on se dit, mais attends, mais Koro, mais regarde ça, 38 buts, 13 passes D en 36 matchs, mais comment tu veux remplacer Kylian? On est mort, ok, t'es en train de dire que collectivement, peut-être qu'on sera un peu plus solide et tout, mais comment tu veux qu'on compense? Il marque trop, il est trop décisif. Calma, calma les amis, calma, tranquillement. Moi, pour moi, c'est pas grave. Moi, les stats ne font pas gagner la Ligue des Champions, notamment si c'est le but du PSG. Je vais vous montrer un des tweets du coup que j'ai fait en le citant. Pour compléter le travail de l'ami, évidemment, je vais détailler en Ligue 1 et en LDC. En Ligue 1, c'est 21 buts. 6 pénaltys, j'ai mis entre parenthèses. Évidemment, les pénaux, il faut les marquer, attention. 4 passes D. En 20 matchs, des stats de gros malades, évidemment. En Ligue des Champions, c'est 4 buts, 2 pénaux, 0 passes en 7 matchs. Si tu fais L1 plus LDC, c'est 25 buts, 4 passes décisives et en 27 matchs. Ok. Grosso modo, déjà là, c'est beaucoup moins. Waouh, 51 buts et tout. Pourquoi? Vous en doutez, dans les stats de cette saison, il y a Gibraltar. Vous savez, il a énormément marqué et passé contre Gibraltar et des matchs contre de France, contre des équipes, contre l'US Revel, etc. Orléans, où il me semble qu'il a fait au total 6 buts et 3 passes D. Donc voilà. Donc déjà, on est d'accord, à part si je me trompe, peut-être je suis fou, on est d'accord que pour battre Gibraltar, pour battre l'US Revel ou l'US Orléans, le PSG n'a pas besoin d'Mbappé. Bon, évidemment, le PSG ne va pas affronter Gibraltar, mais vous avez compris. On est bien d'accord. Ok. Maintenant, on va passer à la Ligue 1. Donc oui, en Ligue 1, je suis d'accord. 21 buts, 4 passes D, en 20 matchs, c'est énorme. C'est énormissime. Mais encore une fois, tu as besoin de Kylian pour gagner la Ligue 1? Je pose la question, est-ce que Mbappé doit être au PSG pour battre US Revel, Orléans et gagner la Ligue 1? Je pose la question. C'est tout.
Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, le PSG, c'est quoi l'ambition? Il faut toujours se poser ces questions. Mes vidéos, je l'espère, hein, essaient d'amener le plus de réflexions possible. Je ne veux pas apporter des réponses forcément, mais des réflexions. La réflexion que je vous pose, les amis, c'est quel est le but du Paris Saint-Germain sur le plus ou moins long terme? Remporter la Ligue des Champions et idéalement être une équipe ultime, la meilleure équipe du monde, tout pour remporter machin. On est bien d'accord. Est-ce que le PSG a remporté la Ligue des Champions avec Mbappé? Non. Attention les amis, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu la gagner, évidemment. Je ne dis pas qu'une autre équipe à Mbappé, elle ne gagnera pas, absolument pas. Le Real pourra très bien gagner 4-5 fois de suite la Ligue des Champions. Mais ce sera parce qu'ils ont un collectif de malades. Parce que le collectif, il est hallucinant les amis. Donc c'est ça que j'ai envie de vous raconter. Cette saison, 4 buts, 2 pénaux en 7 matchs de Ligue des Champions. Bon ben voilà, ok. D'autres joueurs qui font moins bien, il y a des joueurs qui font mieux. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça les amis, Kylian, les stats de Kylian, tu ne le remplaceras jamais. Mais demain, je vous dis, vous avez Osimhen. Ok. Osimhen, sur la saison, on va dire, il va être décisif 30 fois. 30-35 fois. Ligue 1, tout ce que tu veux. Ok. Mais Osimhen marque en Ligue des Champions au moment où il faut et on est champion d'Europe. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Le poste d'attaquant dans le football, surtout le rôle d'avant-centre, pour moi, il est très particulier. Parce que, entre guillemets, c'est jamais, attention à ce que je vais dire, c'est jamais un avant-centre qui te fait gagner une compétition. Regardez historiquement, une équipe qui gagne une compétition, Euro, Cannes, Coupe du Monde, tout ce que vous voulez, Ligue des Champions, c'est toujours parce que soit il y a une solidité très 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 importante, une équipe qui ne peut pas prendre de but, grand gardien, grande défense, grande tactique, globalement, l'Inter d'Inzaghi est exceptionnel parce que tactiquement c'est une équipe que tu peux quasiment pas battre. Ou un collectif de dégénérés dont un milieu de terrain très largement au-dessus. C'est ça le secret. C'est ça le secret. T'as beau avoir l'attaque du siècle. Je rappelle quand même les amis que le PSG avait Neymar, Messi, Mbappé. Quand même. Quand même. Et même avant Messi, il y avait Neymar, Cavani, Mbappé, enfin voilà. Mais le collectif n'a jamais été au-delà de tout. Le milieu de terrain n'a jamais été dominateur par rapport à tout. Manchester City de Pep, Rodri, Gundogan, De Bruyne, et l'Iran, le grand Real, Modric, Kroos, Casemiro. Absurde. Le grand Barça, Xavi, Busquets, Iniesta. En plus, il y avait Messi. Hallucinant. Vous comprenez? C'est quoi le grand milieu parisien? Il y en a eu, putain temps. Matuidi, Mota, Verratti. C'était un immense milieu. C'est quoi aujourd'hui? Ugarte, Vitinha, Warren? Dans l'absolu, de bons, voire de très bons joueurs. Mais est-ce que c'est le top milieu monde qui te fait gagner des compétitions? Je suis un peu moins sûr. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée où je vais en venir, les amis. Perdre Kylian, ce n'est pas grave. Dans l'absolu, ce n'est pas grave du tout. Le PSG sera, comme vous l'avez compris, plus une équipe par entière, avec un pressing beaucoup plus consistant et solide. Grosso modo, face face aux adversaires, tu pourrais être beaucoup plus en bloc défensivement, donc subir beaucoup moins d'occasions. Et en contre, tu pourras toujours avoir ta qualité parce que voilà, tu as des très bons ailiers, tu as un avant-centre quand même que, comme Osimhen s'il arrive, bah, assez indécent. Et il faudra évidemment bosser ce milieu de terrain. Mais déjà, rien que là, voilà, si tu arrives à faire si tu arrives à faire Guimarães ou Kimmich, je vais reprendre Kimmich par exemple, bon bah déjà voilà, Kimmich, Warren, Vitinha, comme je disais, c'est beaucoup mieux. Parce que Kimmich est une garantie. On peut prendre Guimarães si vous voulez, c'est aussi très bon. Mais si tu arrives en plus à très bien intégrer Xavi qui fait une exceptionnelle saison à Leipzig, vraiment très important dans le rôle de la création de la passe, même de la finition à Leipzig, si tu arrives à l'implémenter, et pourquoi pas avoir un rôle pour Bernardo, bon ben tu peux être exceptionnel. C'est vrai que j'ai pas évoqué De Jong parce que j'y crois pas trop, je pense qu'il restera au Barça, mais vous avez compris. Les amis, honnêtement, quand on voit ça comme ça, on se dit quand même que le PSG a de quoi être très satisfait. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo qui s'était plus longue que prévu. Vraiment, j'espère que vous l'avez apprécié. Ça change de d'habitude. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous parler un petit peu tactique, etc. J'aime beaucoup tout ça. Et avant de quitter la vidéo, vraiment, je vous invite sincèrement à liker et à vous abonner. Et j'ai également un petit big up à passer un gars qui se reconnaîtra, Sylvex, vraiment. Qui est cette personne? Et ben, vous voyez, c'est un freelance graphiste littéralement. Et c'est lui qui a fait ma miniature. Je vous invite
vraiment, vraiment à le follow. La miniature, je la trouve merveilleuse. Big up à toi si tu passes par là, mon ami. C'est exceptionnel. Continue ainsi. Mais voilà, en tout cas, pour conclure sur le PSG, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. On en reparlera. Oui, un joueur, ça peut être très important. Mais considérez toujours, les amis, s'il vous plaît, qu'un collectif puissant sera 1 million de fois meilleur à toutes les statistiques de la Terre. Tu peux marquer 2000 buts par saison. C'est pas ça qui te fait gagner une compétition. Et regardez l'exemple de Chelsea, les amis. Chelsea qui, on peut me dire, ouais, mais allez, c'est un exploit. Oui, mais non, je suis désolé. Chelsea avait, quand elle a gagné la Ligue des Champions, elle avait cette assise défensive extrêmement bonne, avec notamment Rudiger, Thiago Silva, Mendy, il était exceptionnellement bon, N'Golo Kanté, avec Jorginho au milieu, c'était extrêmement, extrêmement incroyable. Et en finale, c'est Kai Havertz qui marque, les amis. C'est Kai Havertz. En demi, il me semble que c'est Mount également qui marque. C'est des mecs qui marquent jamais. Le meilleur buteur de Chelsea cette saison, c'était Jorginho. Il a mis 12 buts, toute compétition confondue, me semble. Enfin, rendez-vous compte, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas avoir un joueur qui met 60 buts. Ce n'est pas grave. Et voilà. Mbappé, il ira dans une équipe qui aura un collectif normalement hallucinant. Donc évidemment qu'il aura encore plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Mbappé, pour moi, n'a pas remporté la Ligue des Champions avec le PSG. Évidemment, il y a les détails du football. On s'en souvient de la finale contre le Bayern. Mais la chance de la gagner, elle n'était pas aussi forte parce que collectivement, c'était pas aussi incroyable. Regardez un petit peu l'Inter d'Inzaghi depuis quelques saisons, encore plus depuis la saison dernière. Regardez Manchester City, une équipe qui joue pour 1000. Enfin, Rodri joue pour 2000 personnes, Gundogan, De Bruyne joue pour 3000 personnes, c'est indécent. Regardez, voilà, le Real quand ils ont gagné. Le collectif, les amis, le collectif. Le PSG doit absolument recruter au milieu de terrain avant tout. Avant tout. Avant tout, avant tout, avant tout. Et après, globalement, ça ira beaucoup mieux. Vous verrez que naturellement, tu iras mieux et tu seras plus fort collectivement. C'est le plus important. Allez les amis, vraiment prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi. Le meilleur est à venir, je l'espère. Voilà, j'ai essayé d'être le plus lucide et objectif possible. Donnez-moi votre avis comme d'habitude. C'était Koro et la paix sur vous.